Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontre autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui, dans le cadre d'un épisode spécial pour la Journée mondiale des réfugiés, nous recevons Marie-Paul et Mikout, donc deux bénévoles de l'association La CIMAD qui est basée à Paris mais qui dispose de différentes antennes dans plusieurs villes en France. Voilà. Alors la CIMAD est une association qui aide les personnes qui en demandent de titres de séjour en France, donc que ce soit des personnes en demande d'asile ou réfugiés, enfin, étrangers, personnes malades aussi, donc des familles. Voilà, la CIMAD les aide juridiquement et administrativement. Elle les accompagne. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous vous présentons deux œuvres qui vont illustrer le sujet. Nous avons Migrant d'Issa Watanabe et Amazigh, itinéraire d'homme libre de Cédric Liano et Mohamed Arejdal. Alors, Amazigh. Amazigh, itinéraire d'homme libre. Donc c'est un titre de Mohamed Arejdal et Cédric Liano. C'est un roman graphique. C'est sorti aux éditions Steinkiss et ça nous raconte l'histoire de Mohamed Arejdal. En fait, c'est comme une autobiographie racontée par Cédric Liano. C'est Cédric Liano qui a fait les illustrations. En fait, Mohamed Arejdal raconte son parcours, comment du Maroc, il a essayé d'aller en Espagne. Ça raconte tout le parcours, la traversée, l'arrivée sur la côte espagnole, l'emprisonnement, l'expulsion, voilà ça. Au final, c'est un parcours qui se solde par un échec car il est renvoyé au Maroc. Son retour au Maroc merge de nouvelles idées et un nouveau départ. Alors donc, Marie-Paul et Mikout, vous avez lu le livre et qu'est-ce que vous avez pensé? Donc le temps de s'adapter à l'image, au trait du dessin, et puis à ces petits dialogues qui sont à la fois très brefs mais qui veulent dire beaucoup de choses. Ça a été un peu compliqué. Mais il y a une image qui transmet bien ce que peut être le parcours, avec un côté donc assez sombre. Les tons sont toujours comme un crayon papier, je pense, ou des crayons un peu plus gras. Il n'y a pas de couleur du tout. C'est pas un voyage d'agrément. Et ça le démontre bien. Et donc du coup, l'artiste ou l'écrivain et le dessinateur ont donné une âme à cette trajectoire et à ce voyage, quoi. À mon sens, au moins, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, c'est d'abord, je trouvais que c'était du noir plutôt gris, enfin, avec beaucoup de nuances, mais effectivement, pour moi, ça représente bien le parcours du migrant, qui est un parcours très difficile. Les personnes qui partent risquent véritablement leur vie, risquent d'être maltraités, risquent même d'être torturés, d'être exploités. J'ai un peu envie de dire, contrairement à ce que vous dites, que pour moi, vous avez dit finalement c'est un échec, il rentre chez lui. Ce que j'ai trouvé positif dans ce livre, c'est qu'il se termine au contraire par une idée qui est quand même importante pour les gens qui accompagnent les personnes étrangères, les migrants. C'est que l'idéal, c'est quand même que chacun trouve dans son pays, sans être obligé de faire ce parcours très difficile, que chacun retrouve ses illusions, ses rêves et sa voix, sa voix. Et ce jeune Mohamed, oui, c'est ça. Mohamed va pouvoir prendre des études, faire des études artistiques, mais il les fera au Maroc. Et je précise juste au passage que Mohamed Arejdal est quand même aujourd'hui un artiste connu. Un artiste, un plasticien. Enfin, si vous tapez sur internet, vous pouvez trouver son travail. Il a fait de nombreuses expositions dans différents pays et en ce qui me concerne, j'aime beaucoup son travail. Est-ce qu'il y a des scènes pour vous là qui ont résonné? Pour moi, il y a deux choses qui ont beaucoup résonné. La première, c'est les raisons du départ de ce jeune, qui rejoint ce que je viens de dire à la fin, c'est-à-dire qu'il s'en va parce que sa mère lui dit, tu sais, ton frère, il nous envoie de l'argent, il nous fait vivre, etc. Toi, tu nous coûtes, donc il finit par partir
persuadé qu'en Europe, il va avoir une vie extraordinaire et qu'il va couvrir sa famille de cadeaux et d'argent, etc. Et là, bien sûr, la désillusion quand il va arriver, je crois que ça c'est tout à fait caractéristique. Donc oui, il part plein d'illusions, mais finalement, il a un peu d'argent, il croit qu'il va pouvoir tout payer. En fait, il paye très cher les passeurs, etc. Il se fait voler son argent. Oui, ça me paraît intéressant de pouvoir dire comment se passe ce parcours du migrant. Et je vous dirais qu'aussi l'intérêt qu'il y a dans ce livre, c'est qu'en fait, ça nous traduit un parcours court. Parce que du Maroc à l'Espagne, c'est un voyage qui prend peu de temps. Et déjà sur cette trajectoire brève, on voit toutes les embûches qui peuvent exister et qui sont semées. Et c'est justement, Marie-Paule, est-ce que vous pouvez juste, vite fait, nous rappeler? Alors vous dites du Maroc à l'Espagne, c'est un trajet court, mais concrètement, c'est sur l'île de Ceuta en fait qu'ils arrivent tous en général. Pas forcément. Il y en a beaucoup qui arrivent donc sur Ceuta, mais après il y en a qui arrivent par d'autres rives espagnoles, suivant la trajectoire qu'ils ont suivie avec un bateau, pour bateau pneumatique ou pas. Le livre il date de 2007. Donc en rapport de l'actualité d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grosse différence parce que là maintenant, beaucoup de migrants arrivent donc juste de Maroc à Ceuta. Ceuta, c'est une petite enclave espagnole, donc qui est juste à la pointe là, marocaine là. Et donc du coup le trajet est très 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 court. Donc il y en a même qui essaient de le passer à la nage au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on disait. Et il y en a donc qui s'y perdent, il y en a qui s'y noient. Et donc ça devient, malgré un trajet très court, un trajet à risque. Mais ça montre que quand on quitte un pays, on ne le quitte pas par la volonté de pouvoir s'en aller, parce qu'on en a envie, on en a un désir, on en a un choix. On part parce qu'on n'a pas le choix. On a le sentiment de ne pas avoir le choix. Donc c'est ce que le livre quand même rend bien compte, avec évidemment là, en 2007, cette possibilité de retour qui était donnée et où notre voie pouvait s'ouvrir, donc pour moi-même. Je ne suis pas certaine qu'au jour d'aujourd'hui, cette même voie d'espoir existe actuellement. Donc je reprécise juste comme à la fin, Mohamed il est expulsé en fait de l'île de Ceuta et qu'il revient au Maroc, il va entreprendre des études d'art. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est ça, à cette époque, donc en 2007, il a été possible pour lui de continuer de rêver en fait, tout en restant au Maroc, mais qu'elle pense qu'aujourd'hui, en 2021, beaucoup d'années se sont écoulées entre-temps, les choses se sont peut-être détériorées. Je vais peut-être pas utiliser ce mot. On peut dire en tout cas que les Africains, par exemple, qui viennent en Europe, passent par la Libye, et je crois qu'il suffit de dire Libye pour savoir que là, ils sont très largement exploités, ils travaillent voire un an et demi pour pouvoir payer les passeurs, ils passent sur des petits canaux, on en a pas entendu parler, c'est vraiment des conditions aujourd'hui de voyage, je ne sais pas si on peut parler de voyage, mais en tout cas de déplacement qui sont c'est des conditions de voyage, de déplacement qui sont très dangereuses, très risquées, et un certain nombre n'arriveront pas au bout, vont mourir, soit parce qu'ils vont être exploités de l'ordre d'un travail forcé, qu'on est censé leur payer et qu'en fait on ne leur paye pas, soit parce que effectivement il y a pour les femmes la prostitution, les sévices, etc. Et puis ensuite bien sûr la traversée en bateau qui là est beaucoup plus longue et plus risquée jusqu'à l'Italie. Et du coup, en fait, les personnes que vous recevez ici, la plupart, en parlant des Africains, par exemple, la plupart sont passés par la Libye. Oui, beaucoup. Ah oui, la majorité sont passés par la Libye. Oui. Parce que mais par le Maroc, c'est moins possible.
Il y en a qui arrivent sur le Maroc, qui après quittent le Maroc pour passer en Espagne, qui après de l'Espagne passent en France. Mais voilà, d'où ils partent à la base au départ, qui partent du Mali, qui partent du Sénégal, qui partent de la Côte d'Ivoire, qui partent de la République démocratique du Congo, etc. Et suivant ces moyens financiers dont ils disposent, la traversée des pays, souvent, finit par passer par la Libye. C'est presque une étape obligée pour beaucoup d'entre eux. Le Maroc contrôle plus le passage des voilà. Africains. D'accord, en Libye c'est moins contrôlé. Voilà. Non seulement c'est moins contrôlé, mais la Libye en fait un trafic, un business. Ouais, il y a beaucoup d'Africains qui se disent je vais travailler en Libye. Et puis, comme ça, il y a beaucoup de passeurs. En fait, au Maroc, il y en a beaucoup, du coup, qui ne réussissent pas quand ils arrivent au Maroc, ils sont expulsés, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, déjà au Maroc, voilà. Alors qu'en Libye, non. D'accord. D'où. Et il y a beaucoup plus de passeurs en Libye, il y a beaucoup plus de possibilités, je dirais. Alors, dans le livre, nous avons deux sortes d'images. Nous avons les illustrations qui sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus réalistes. Et nous avons un style de dessin un peu plus simplifié. Donc un genre d'esquisse, un petit croquis, quelque chose de fait, vite fait. Et en fait, ces dessins, ces petits croquis viennent comme ponctuer la narration. La narration avec, donc on passe de certaines scènes qui nous sont racontées avec des dessins plutôt réalistes et soudainement on tombe sur le croquis qui nous raconte toujours la même histoire. C'est une personne qui demande son chemin. Il arrête un passant dans la rue et il demande son chemin. Et comme il ne comprend pas ce qu'on lui dit, il n'entend pas ou il ne comprend pas, il demande qu'on lui fasse un dessin. Et chaque personne va réagir donc selon les différents croquis qu'on va retrouver tout au long du livre, chaque personne réagit à sa façon ou dessine à sa façon. Et on a échangé sur ça. Et c'était très intéressant parce que chacune après justement va avoir sa vision de la chose parce qu'on a donc deux dessins différents qui s'entremêlent en fait dans l'histoire et dont on ne voit pas tout à fait le rapport entre les deux. Pour moi, j'étais frappée une première chose, c'est qu'il demande toujours la même chose, c'est-à-dire son chemin pour aller au centre-ville, c'est-à-dire pour aller au cœur de son parcours. Le centre-ville, ça me semble symbolique et il le demande effectivement à des gens très différents qui répondent de façon très différente. Et ça me paraît être le symbole des aides que les personnes peuvent apporter ou ne pas apporter, refuser quand les étrangers arrivent dans notre pays et que effectivement ils ne savent pas où ils peuvent aller, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire et chacun répond à sa façon. Donc du coup, Migout, pour vous, c'est vraiment, vous l'avez lié directement au fait que c'est vrai qu'un migrant a dû, dans son parcours, demander plusieurs fois son chemin. Non seulement demander son chemin, mais demander de l'aide. Ou demander de l'aide. Voilà, ce parcours est tellement difficile que les échos que nous avons eus à la CIMAD, c'est que oui, si les gens arrivent ici, surtout quand ils sont clandestins, c'est qu'ils ont rencontré des gens qui les ont aidés, et puis d'autres qui les ont blackboulés, parfois même trompés ou voilà, donc pour moi c'est ça, c'est le symbole de cette demande d'aide. Ce qui est intéressant aussi lorsqu'on aperçoit ces petits croquis qui viennent presque, moi je trouve, en contradiction avec la dure réalité du dessin, c'est que ça montre qu'à chaque fois, à la fin, quand il demande, on lui fait un dessin pour montrer le chemin. Donc ça laisserait penser qu'au moins, si on n'a pas le même vocabulaire, si on n'a pas la même langue, on peut toujours se comprendre avec un dessin. Alors peut-être, est-ce que c'est ce que l'auteur a voulu transmettre aussi à travers son talent, sa trajectoire et son objectif de vie, parce que son objectif de vie, c'était bien de devenir artiste, quoi. Peut-être. Alors avec Marie-Paule, donc c'est un rapport entre son parcours plutôt pour atteindre son objectif personnel.
Enfin, Ça, c'est ce qui peut peut-être trouver sa voie. C'est ce qui peut peut-être transparaître. Voilà. Mais c'est juste mon ressenti personnel. Hein. D'accord. De toute façon, on le voit tout à l'heure avec une personne qui nous expliquait que, justement, qu'il y a quelques jours, elle a dû répondre à des passants qui cherchaient la CIMAD. Oui. Et la personne parlait avec un accent, elle ne comprenait pas. Donc, quand la personne demande la CIMAD, elle n'a pas compris. Mais à force de redemander, et elle était même gênée de redemander, de demander à la personne de reformuler, elle a compris qu'on parlait de la CIMAD. Et elle a expliqué. Elle a expliqué, la CIMAD, voilà, avec des gestes, elle a expliqué. Et elle l'a mis, elle, en résonance avec le dessin, en fait. En expliquant justement que c'est vrai qu'au moins avec un dessin, si la personne ne comprend pas la langue, au moins avec un dessin, elle peut comprendre et trouver son chemin. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a toujours un moyen pour aider ces personnes. C'est-à-dire que même si on ne les comprend pas, on peut trouver des gestes, un dessin, etc., des intermédiaires, des personnes qui peuvent traduire, etc., pour qu'on puisse rendre service à la personne. Et justement, vous en avez besoin, du coup, pour travailler Tout à fait, on a besoin d'interprètes bénévoles, et on en trouve d'ailleurs, des interprètes qui... la CIMAD n'est pas une association très très riche, donc on cherche des gens bénévoles qui peuvent nous aider, ou des gens qui parlent anglais, ou voilà, donc oui, on a besoin. Puis, il faut souvent, je pense aussi, terminer sur des notes positives aussi. Hein. Dans tous les demandeurs d'asile ou toutes les personnes voulant un titre de séjour qui viennent nous rencontrer, elles-mêmes, quand elles ont été aidées, que parfois, heureusement ça marche, hein, elles obtiennent ce titre de séjour, elles deviennent en effet bénévoles elles aussi, donc en tant qu'interprètes, parce que Dieu sait... Oui, enfin, de manière temporaire ou provisoire, parce qu'en fait, moi où j'étais surprise en arrivant à la CIMAD, c'est le nombre de langues parlées par le monde. Parce que moi j'en étais, langue entre guillemets, côté haute, mais il y a beaucoup donc, de dialectes africains. Il y a beaucoup aussi sur les pays de l'Est, donc de langues alors qui se ressemblent hein, d'un état à l'autre, mais qui sont quand même très différentes. Hein. Alors je pense au pachtou par exemple, mais voilà, j'en ai pas d'autres en tête là. Mais de montrer combien c'est compliqué justement de se comprendre et quand on apporte une pierre à l'édifice, ça construit petit à petit tout un réseau et de gens qui se soutiennent, s'aident, et ça c'est l'aspect positif des choses. Quoi. Sinon, j'ai bien aimé, Marie-Paul, le lien que vous apportez avec la voie finalement qu'a choisi Mohamed Arejdal, parce que Mohamed Arejdal, c'était un bon, enfin, il dessinait quoi, il dessinait quand il était plus jeune, il a été déscolarisé, il s'est déscolarisé à l'âge de 17 ans, avant de pouvoir entreprendre justement ce fameux voyage vers les îles Canaries, ce fameux voyage clandestin vers les îles Canaries. Et quand il est revenu au Maroc, c'est pour entreprendre des études d'art. Et le fait de demander tout le temps son chemin en demandant un dessin, c'est vrai qu'on peut lier un peu les deux et ramener au fait que oui, c'est au final ce qu'il a toujours voulu, c'est ça, c'est faire du dessin, faire de l'art plastique et le mettre en rapport avec des gens qui l'abordent en chemin pour demander sa voix. En tout cas, ce mélange de styles d'illustration, ça porte à réflexion, d'autant plus que le rapport n'est pas toujours évident. Et ça porte à réflexion et c'est intéressant de voir comment chacun va l'interpréter. Et c'est bien, c'est comme si au final... quand vous êtes face à ce livre, c'est comme si vous étiez vraiment face à une œuvre d'art sur un mur ou dans une grande salle d'exposition, au sol, ou je sais pas moi. Dans une salle d'exposition, vous avez cette œuvre et chacun va venir face à cette œuvre et va l'interpréter. Va voir selon son vécu ou ce qu'il sait, ce qu'il a peut-être vu aux informations, il va se faire son idée de ce qu'a pu vouloir dire l'auteur.
Et je trouvais intéressant donc, d'avoir ces visions différentes et d'essayer de comprendre. Moi, j'aurais bien voulu parler des mineurs non accompagnés, parce que ça parle de ça aussi, de l'âge à laquelle il est parti. À laquelle il est parti. Ils sont deux, il y en a un qui est vraiment mineur et sa minorité est contestée, et puis lui qui dit qu'il est mineur alors qu'en fait il est majeur, ce qui arrive aussi souvent. Lui, il a menti, sa minorité est contestée, mais celui qui n'a pas menti, sa minorité est contestée aussi. Donc je trouve que, voilà, ça m'a aussi interpellée. Alors je ne sais pas si on a le temps de parler de ça. Oui, allez-y. Voilà, moi, il y a aussi un élément qui me paraît important, ou en tout cas intéressant dans ce livre, c'est la position que nous avons par rapport aux mineurs non accompagnés. Un mineur non accompagné, ça veut dire que c'est un jeune mineur, moins de 18 ans, qui vient en France sans ses parents, sans personne de sa famille, tout seul. À partir du moment, la loi française dit qu'à partir du moment où un jeune est en France, un jeune mineur est en France, on ne peut pas le renvoyer dans son pays. La France doit l'accueillir et doit le protéger et doit pouvoir aller à l'école et être hébergé par l'ASE. En réalité, beaucoup de jeunes viennent en France en disant qu'ils sont mineurs. Alors, il y a une petite difficulté, c'est que quand ils sont en Espagne, pour pouvoir rester en Espagne, ils disent qu'ils sont majeurs, donc ils font une déclaration à la police espagnole comme quoi ils sont majeurs. Quand ils arrivent en France, ils disent qu'ils sont mineurs, donc parce qu'ils savent qu'ils vont être pris en charge par l'ASE. Donc ça pose un problème de vérification et de constat. Mais ça veut dire aussi que systématiquement, aujourd'hui en tout cas, la minorité des jeunes est contestée, et que tant que cette minorité n'a pas été prouvée, tant que le jeune n'a pas pu prouver sa minorité, c'est-à-dire avoir des papiers d'identité, avoir un extrait de naissance qui va être reconnu par la PAF authentique, ce qui ne se fait pas tout le temps, ce jeune va être livré à lui-même et va être à la rue. Alors que la loi, normalement, dit que les jeunes devraient être hébergés tant qu'on n'a pas prouvé qu'ils n'étaient pas mineurs. Voilà. On se retrouve à Pau avec un nombre très important de jeunes qui viennent d'Espagne, par Bayonne, et qui, sont là, livrés à eux-mêmes, ne sont pas hébergés, ne sont pas scolarisés, et donc, effectivement, posent un certain nombre de problèmes que nous essayons de résoudre. On a un ACIMA d'une vingtaine de jeunes. Sur ces 20 jeunes, il y en a 2 qui ont été repris en charge par l'ASE. Bon, pour préciser, l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, et la PAF, c'est la police de l'air et aux frontières. Voilà. Et les jeunes, en fait, en Espagne, ils disent qu'ils sont majeurs parce qu'ils ne veulent pas rester en Espagne. Parce que l'Espagne a la même obligation que la France, s'ils sont mineurs, de devoir les garder sur son territoire. C'est important de le voir. C'est une règle européenne. Tout jeune reconnu mineur doit être pris en charge dans le pays où il se trouve, il est arrivé. Et suivant l'objectif qu'ils ont, si c'est en effet de ne pas vouloir être en France ou de vouloir être en Angleterre ou autre, etc. Et en France, certains vont dire qu'ils sont majeurs, et s'ils arrivent à aller en Angleterre, ce qui est quand même encore beaucoup plus compliqué, en Angleterre, ils vont dire qu'ils sont mineurs. C'est toute une grande complexité. D'accord. Et justement, donc dans nos précédents échanges, vous disiez qu'il y en a de plus en plus des mineurs. Et que beaucoup de familles se reposent justement sur l'enfant mineur, car on sait que l'enfant mineur ne peut être renvoyé. Et quitte à se cotiser pour faire partir l'enfant, on se retrouve donc avec de plus en plus de mineurs qui arrivent ici comme réfugiés. Mais malheureusement, leur minorité n'est pas toujours certifiée. Donc il y a des problèmes pour tout
Alors, Amazigh, ça veut dire homme libre. Donc, du coup, le titre, c'est Amazigh, itinéraire d'homme libre. À savoir que c'est quand même un peuple en Afrique du Nord qui, à la base, était nomade. Et voilà, au final, ils se sont sédentarisés dans une bonne partie du nord de l'Afrique. Donc, Mohamed Arejdal, c'est un Amazigh. Et à certains moments, dans le livre, il fait référence... enfin, il y a certains passages où on le traite d'Amazigh de façon péjorative. Et voilà... Il rappelle son origine, comme quoi il est Amazigh, et que quand on connaît la définition, c'est comme s'il rappelait qu'après tout c'est un homme libre, et qu'il est libre de pouvoir aller où il veut. Il devrait pouvoir être libre de pouvoir aller où il veut. Mais voilà, le parcours, les barrières, les frontières, etc. montrent que... malheureusement, c'est vrai, l'homme est libre, après tout, il devrait être libre. Mais... L'homme est libre, mais les marchandises le sont plus, parce que la liberté de circuler pour les marchandises, elle existe plein pot, et ça existe beaucoup moins pour le genre humain. C'est un peu dommage. C'est un droit pourtant. Oui, ça devrait. Je pense que c'est un livre qui est tout à fait intéressant et qui a gardé dans une bibliothèque sans souci. Alors, nous passons à Migrant. Migrant, donc, de Issa Watanabe. Issa Watanabe, qui est une auteure espagnole. Et c'est un livre sans texte, un livre à images, donc à partir de 7 ans, qui raconte le parcours de migrants. Voilà. Alors, on ne sait pas pour quelles raisons ils partent, mais ils sont tous rassemblés dans le même parcours. La mort les suit. Alors, moi je dirais que c'est graphiquement un très beau livre, avec une forte opposition entre le fond noir et puis ces animaux, puisque le groupe de migrants, c'est un groupe d'animaux, ces animaux très colorés, en tout cas au début, habillés avec de très vives couleurs et de façon très différentes les uns des autres, qui symbolise bien un groupe de gens venus de tout horizon, et qui voilà, se regroupent pour essayer de traverser ensemble vers un lieu qui serait un lieu meilleur, idéal, meilleur. Voilà. Oui, mais c'est un petit peu ça, avec l'intérêt quand même qu'on se rend bien compte qu'ils sont tous deux tranches d'âge différentes. On peut même considérer qu'ils semblent être tous de milieux sociaux différents au niveau des vêtements donc, qui les habillent. Et ce contraste donc, très très coloré, donc ils partent. Et puis au fil des pages, l'image est moins colorée, les contrastes sont plus importants. Et puis la mort est toujours là avec eux, qui les suit, quoi. Donc ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Voilà. Comme si justement, comme si ça venait nous dire que la mort fait partie, quand on est un migrant, enfin surtout clandestin, ben, c'est comme si la mort faisait automatiquement partie du voyage. La mort, on peut pas dissocier le personnage de la mort des personnages qui entreprennent un voyage vers quelque chose de meilleur, parce qu'au final, ce que la plupart des migrants font, c'est ça. Ce que tous les migrants font, c'est ça, c'est on cherche quelque chose de mieux. J'ai quand même envie de dire que, en voyant tous ces animaux, leurs couleurs, leur personnalité, etc., on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui leur fait si peur, et pourquoi partent-ils de chez eux? Ils cherchent quelque chose de meilleur. Même le lion. Ouais. Même le lion, ouais. Donc c'est vrai, tous les animaux y sont, le bison, le lion, un rhinocéros, l'éléphant énorme et tout, mais... Les petits lapins aussi. Voilà. Et on se dit que s'ils partent, c'est que quand même ils doivent avoir de véritables raisons qui les poussent à partir. Et on les voit traverser la mer sur le bateau. Effectivement, je pense que leur motivation est vraiment forte.